Je vais tout d'abord commencer par me présenter. Euh, Ceci, c'est pas une façon de dire que je le fais par orgueil. Non, si je le fais, c'est parce que je veux simplement répondre à, à quelques bardouses du Parti congolais du travail qui m'ont envoyé des inbox Facebook en m'insultant, en me traitant de vaurien. Et déjà, comme la plupart de tous les résistants à ce système qui est en train de briser notre pays, le Congo-Brazzaville. Ben écoutez, je suis Bernard Pongui, pour ceux qui me connaissent déjà, euh, Canadien-Congolais du Congo-Brazzaville. Et j'ai fait mes études à l'Université Maringouabi, à la Faculté des sciences et à l'Institut euh, national polytechnique, donc ce qu'on appelait École nationale supérieure polytechnique. À l'époque, c'était l'N7, où j'avais obtenu le DUT. Et donc ce DUT m'a permis d'explorer un peu le monde pétrolier, et notamment directement en technologie internationale à Pointe-Noire et Schlumberger, où j'ai exercé et travaillé dans la plupart des plateformes Total et Eni, et même Zeta à l'époque. Donc Zeta faisait l'exploration et l'exploitation offshore, onshore. Hein, ça dit c'était autour de le village de Bundi à Pointe-Noire, vers Makola. Donc, l'expérience que j'ai acquise dans le milieu pétrolier m'a donné une bonne connaissance de ce système-là. Et puis, nous savons tous les malheureux événements qui ont vécu notre pays. Et donc, tous nous avons donc obligé de fuir le pays. Et éventuellement, le Canada m'a reçu et m'a donné toutes les opportunités. Donc, une fois arrivé au Canada, il fallait donc refaire les études parce que le Canada ne reconnaissait pas trop de diplômes africains. Donc, mon DUT de l'Université Maringouabi n'avait aucune valeur ici. Donc, bonjour, bonjour ma soeur, bonjour, bonjour. Voilà. Donc, le DUT ne me permettait pas de faire les études, de travailler convenablement ici au Canada. Il fallait donc refaire les études à zéro. Donc, il fallait partir encore à la première année d'université. Et pour d'abord y accéder, il fallait passer par un critère de sélection, faire plusieurs tests que j'avais réussi. Et voilà, j'ai fait des études d'ingénieur, c'est fini. Aujourd'hui, je me démerde, je travaille avec ce diplôme. Et dans la même foulée, je fais plusieurs études de recherche, notamment dans le domaine thermodynamique et aussi énergie. Voilà. Ça, c'est un peu pour répondre un peu aux bardeuses du Parti du Congrès du Travail qui nous insultent tous les jours, qui nous envoient des inbox Facebook en nous disant vous êtes des vauriens. Donc voilà, je vous laisse tout simplement leur expliquer un peu mon parcours. Et je crois que c'est le parcours de plusieurs résistants au Congo. Plusieurs intellectuels congolais se sont levés pour pouvoir barrer la route, à résister à ce système qui est en train de briser plusieurs vies au Congo-Brazzaville. Voilà. Mais maintenant, là, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Hein. J'ai fait passer une information que nous allons parler du boom pétrolier qui va commencer encore au Congo-Brazzaville à partir du premier trimestre de 2017. Et puis nous allons un peu parler du fameux dialogue dont les opposants nous parlent au Congo-Brazzaville. Et nous savons tous lesquels qui sont allés voir Mwamba pour en parler. Mais écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous parler un petit résumé rapide sur le pétrole congolais. Comment est reparti le pétrole au Congo? Qui gère le pétrole au Congo? Bon, au Congo, il y a deux entités qui dirigent le pétrole, si on veut le dire. Du côté du gouvernement, il y a le ministère de Mines, Énergie et des Ressources d'eau, qui donc assure l'entité qui effectue la régulation de tous les contrats pétroliers et de tous les problèmes liés au pétrole. Maintenant, la deuxième entité qui vient, c'est la Société nationale des pétroles du Congo, qu'on appelle la SNPC, qui assure l'exploration et l'exploitation du pétrole au Congo-Brazzaville. Nous savons tous que la SNPC est dirigée quasiment par Kiki Sassou et une bande de gens qui sont très proches du Parti congolais du travail. Et nous savons que les Willy et Toka sont à l'intérieur et plusieurs personnes sont à l'intérieur de la gestion du pétrole du Congo. Donc, deux entités, le ministère des Mines, d'Énergie et des Ressources en eau et qui assure la régulation, donc l'octroi de permis, ainsi de suite, et la Société nationale de pétrole du Congo qui assure l'exploration et l'exploitation. La Société nationale, la SNPC travaille en connivence par
ce qu'on appelle le partage de production avec pas mal de compagnies que nous pouvons citer ici, comme Perenco, comme Chevron, comme Murphy, comme Soko International. Donc, il y a plusieurs compagnies comme ça qui travaillent. Mais, dans la plupart du temps, hein, nous voyons que le Congo, dans le partage de production, reçoit un petit pourcentage. Hein. Le petit pourcentage vient des grandes sociétés mères comme le français Total et l'italien Eni. Et nous savons que ces deux compagnies mères ont commencé l'exploration et l'exploitation du pétrole au Congo-Brazzaville depuis 1968. Hein. Donc, c'est des compagnies qui détiennent quasiment les 3/4 de tous les champs pétroliers au Congo-Brazzaville. Mais ce qui est intéressant ici, je ne veux pas donc rentrer pour pouvoir expliquer un peu qu'est-ce que les deux compagnies mères, notamment Total et Eni, fait. Hein? Ça, nous le ferons prochainement. Hein? Ça sera le volet 2 de ma prochaine vidéo avec vous en ligne. Mais je veux me contenter de la gestion de la part du pétrole du Congo par le ministère des Mines, Énergie et des Ressources d'eau et la Société nationale de pétrole du Congo gérée par Kiki Sassou. C'est ça qui est plus intéressant ici. Nous savons tous que entre 2008 et quasiment 2008 et jusqu'en 2014, il y a eu plein de bombes pétroliers. Et il y a eu plusieurs champs qui ont donné beaucoup de produits au Congo. Et nous savons que les plus grands champs aujourd'hui qui est en train de faire les affaires au Congo, c'est celui de Moho. Mais donc il y a Moho, il y a plusieurs Moho. Hein, c'est tout un secteur. Il y a Moho Nord, il y a Moho Est, ainsi de suite. Donc c'est tous ces secteurs qui est bourré de plusieurs richesses, de plusieurs quantités de barils de pétrole. Parce que selon l'agence américaine d'information d'énergie, American Energy Information Administration, c'est-à-dire que c'est l'agence américaine d'information sur l'énergie, a classifié, selon les pays qui ont produit plus de pétrole en 2014. Donc, on a classifié au monde le Congo comme étant en 34e position. Donc, nous voyons qu'au monde, il y a plusieurs pays qui assurent l'exploration et l'exploitation du pétrole, mais on a classifié le Congo selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. Le Congo a été classifié en 34e position, pardon, dans la production de pétrole de barils par jour. Donc, le Congo avait produit 278 000 barils par jour en 2014. Donc, vous voyez, c'est cette période de boom économique que nous avons eu au Congo, là où on nous a parlé de surplus budgétaire, là où on nous a même parlé d'un fameux compte des générations futures qui avait été créé, que le Congo aurait déposé de l'argent sur ce compte. Hein, mais nous savons tous que c'était juste une farce. Hein, ce compte n'a jamais existé. C'était juste l'arnaque encore du dictateur Sassou Nguesso. Donc le Congo a produit plusieurs barils de pétrole. Donc si nous comparons, nous essayons de comparer cette classification selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. Par rapport au monde, le Congo se classifie en 34e position de production de 34e position de production de pétrole par jour. Mais si nous voyons cette même classification du point de vue africain, le Congo avait été classifié en 2015 comme étant en 6e position, non, en Afrique. En Afrique. Bien sûr, le Nigeria venait en première position, le deuxième l'Angola, le troisième l'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Congo venait après. Après c'est la Guinée équatoriale, le Soudan du Sud et le Gabon. Donc vous voyez bien que le Congo est un grand joueur dans la production du pétrole au Congo, à cause des champs comme Moho, et aussi plusieurs champs que je vous dirai, notamment du côté de Eni. Hein, voilà. Bon, maintenant, le problème, c'est comment est fait la gestion du pétrole congolais par la Société nationale de pétrole du Congo. La Société nationale de pétrole du Congo est gérée par Kiki Sassou Nguesso et la bande de tout, je dirais, des vautours autour de Sassou Nguesso. C'est Sassou Nguesso qui a la responsabilité de gérer ce pétrole au travers de ce groupe qu'il a nommé son fils. Donc,
les grandes décisions de la gestion du pétrole sortent droit de Sassou Nguesso. Il faut le dire ici. Hein. Donc, le voleur numéro 1 au Congo, c'est Sassou Nguesso. Il faut qu'on le dise. La gestion est gérée par Sassou Nguesso. Dans cette gestion de pétrole, il y a ce qu'on appelle des traders qui sont associés à la Société nationale de pétrole du Congo. Les traders sont des gens qui cherchent dans le marché européen ou dans le marché asiatique parce que la plupart de notre pétrole est vendu soit en Europe, soit en Asie. Donc, ils cherchent des potentiels clients. Hein. Ces traders fixent le prix par rapport à ce qu'ils leur proposent un peu plus. C'est ce qui se passe au Congo. Ben, généralement, le Congo encore est viral. Ça sont des traders les plus importants que le Congo travaille avec. Mais déjà, nous savons, toujours l'Agence américaine de l'information sur l'énergie nous rapporte que l'année dernière, les traders comme Trafigura, Glencore, avaient avancé au Congo chacun 500 millions de dollars l'année dernière pour permettre au Congo l'action. Malheureusement, c'est de l'argent qu'on a avancé au Congo, et bien l'argent s'est retrouvé entre les mains de Kiki, donc de Sassou Nguesso. Nous savons tous où est parti cet argent, dans les paradis fiscaux. Parce que Kiki est très impliqué, les paradis fiscaux, on dit les Panama Papers, pour ceux qui lisent, ceux qui suivent l'information, ont cité le nom de Kiki Sassou Nguesso, les Willy Etoka, ainsi de suite, plusieurs personnes impliquées énormément dans les paradis fiscaux. Donc, ces grands traders-là, qui sont généralement résidés à Londres, hein, ont donc dépensé 500 millions de dollars l'année dernière à chacun à la Société nationale de pétrole du Congo. Malheureusement, nous savons les résultats de cet argent. Les résultats de cet argent. Voilà. Bon, maintenant, en ce que nous voulons rapporter aujourd'hui. Ce que nous voulons rapporter aujourd'hui. Excusez-moi, parce qu'il me semble qu'il y a un petit problème de connexion. Alors, ce que nous voulons, voilà, la connexion est revenue. Voilà. Mais non, ce que nous voulons rapporter aujourd'hui, c'est que Kiki a effectué un voyage le 2 décembre à Paris et le 5 décembre à Londres. Kiki est reparti consulter encore ces mêmes traders. Hein. On nous parle maintenant de 3 traders. Hein. On nous parle de Trafigura, Glencore, Viro. Ils sont allés les consulter pour essayer de négocier, de faire encore d'autres négociations. Hein. C'est d'après ce qu'on nous dit. Pour essayer de faire d'autres négociations. Et donc, excusez-moi, il me semble qu'il y a un problème de connexion. Et voilà, je crois que c'est revenu. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais essayer de me connecter sur un autre réseau pour pouvoir nous permettre de continuer la vidéo. Voilà. Donc, c'est ça que je vais essayer de faire. Ben voilà. Voilà. Donnez-moi juste quelques minutes là. Je vais essayer de le faire. Voilà. Voilà. Juste un instant. Voilà. Voilà. D'accord. Donc, on nous dit Kiki est parti le 2 septembre, le 2 décembre à Paris pour toujours dans ce même système consulter ces mêmes réseaux pour essayer de trouver des financements. Pourquoi ces financements? Parce que Sassou a des grands problèmes dans le pôle. Sassou a des grands problèmes dans le pôle. Il n'arrive pas à supporter, si vous voulez, à nourrir tous les mercenaires qu'il a envoyés pour traquer le révérend Toumi dans le pôle. Il n'arrive pas à nourrir toutes ces bardouses, tous ces rebelles qu'il a envoyés dans le pôle pour traquer le peuple du pôle. Hein. Donc il a des grands problèmes. Ils sont en train de chercher de l'argent par tous les moyens. Kiki est parti donc à Paris, utiliser les mêmes réseaux que nous connaissons, les mêmes réseaux mafieux, et le 5 il s'est retrouvé à Londres pour encore consulter ces 2 compagnies-là. Donc, ils ont proposé à cette compagnie, à ces traders encore, Trafigura, Glencore et Viro, ils auraient proposé, hein, là je parle en conditionnel, parce que l'article nous a été envoyé, on a l'article, mais nous demandons aux Congolais toujours, nous voulons toujours être sincères, hein, on parle toujours au conditionnel. Donc, Kiki aurait consulté ces compagnies et aurait demandé 380 millions pour les financer encore. Vous comprenez, chers compatriotes? Mais ces traders-là ont dit qu'ils ne pouvaient pas, parce que déjà, les 500 millions que les traders avaient dépensés l'année dernière, la Société nationale de pétrole du Congo n'avait jamais remboursé cet argent. Hein, jusqu'à ce jour, il y a des grands problèmes de remboursement à cause de la chute du baril de pétrole que nous connaissons tous. Voilà. Et donc,
qui propose donc encore à ces traders de refinancer la Société nationale de pétrole de Congo à la hauteur de 380 millions chacun. Mais ces deux compagnies ont dit non. Hein, ces deux traders ont dit non parce qu'ils assument que déjà les prêts de l'année dernière, ils ont des problèmes pour pouvoir récupérer leur part de gain. Et donc, Kiki propose à ces compagnies, à ces trois traders, qu'il va leur donner, écoutez bien, chers compatriotes, hein, qu'il va leur apporter un tanker contenant 950 000 barils. Vous comprenez? Dès le mois de janvier. Vous comprenez ça, chers compatriotes? Donc, il va vouloir brader un conteneur, un tanker contenant 950 000 barils à 40 millions de dollars. Vous comprenez ça, chers compatriotes? Pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment besoin d'argent pour pouvoir supporter, notamment payer les pilotes ukrainiens qui assurent le transport de tous ces mercenaires-là dans le pool. Et donc, ces compagnies-là, ces traders-là, sont intéressés à l'offre. Hein, c'est d'après ce qu'on nous dit. Donc, il y a des appels d'offres, il y a de ceux qui proposent même plus que ça. Chers compatriotes, c'était le plus grand message que vous voulez faire passer par rapport à ça. Donc, vous comprenez comment le pétrole congolais est bradé, comment le pétrole congolais est dirigé, comment les Nguessos sont en train d'utiliser l'argent du pays pour leurs biens personnels, notamment l'argent qui leur permettrait de financer la guerre dans le pool, l'argent qui leur permettrait, l'argent du Congo qu'ils utilisent pour pouvoir massacrer les Congolais. C'était ça le grand message. Maintenant, nous savons que ce n'est pas seulement Kiki qui assure ce vol-là. Hein. Il y a aussi tout l'Nguesso, parce que nous avons déjà vu un article publié par un journal ici à Montréal qui nous parle d'Nguesso qui veut utiliser Montréal comme la ville qui leur permettait de blanchir l'argent du pétrole du Congo. Et voilà pourquoi, si vous voyez, nous avons pas mal de compatriotes qui ont des parents qui envoient leurs enfants ici. Ils ont du mal à envoyer l'argent ici au Canada parce que notre pays est lissé parmi les pays, le Congo-Brazzaville est lissé parmi les pays qui utilisent l'argent de la fraude dans le mauvais sens. Donc c'est un peu ça. Voilà. Donc, le Congo, encore nous voulons le dire, qui demeure le plus dangereux. Kiki demeure le plus dangereux. On vous le dit, chers compatriotes. Kiki fera plus que ce que son père a fait. Kiki est un véritable serpent, un véritable vipère. Tout ce qu'il est en train de faire aller autour du monde, il crée des connexions pour un jour revenir au Congo et être le président du Congo. Mais je vous assure, chers compatriotes, le mal que nous sommes en train de voir aujourd'hui, la souffrance que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ça sera multiplié par 10 quand Kiki veut, hein, si réellement, avec ces réseaux qu'ils ont utilisés, ils vont réussir de le mettre président du Congo, ça sera le pire pour le Congo-Brazzaville. Voilà un peu ce que je tenais à dire sur ce point. Maintenant, nous savons tous qu'on nous parle de dialogue au Congo. Mais nous nous posons toujours la question, et plusieurs intellectuels de la diaspora se posent toujours la même question. On nous parle de dialogue au Congo, mais nous allons aller dialoguer avec qui? Avec Sassou Nguesso? Combien de dialogues nous avions déjà eu à réaliser avec Sassou Nguesso? Nous savons, nous sommes partis à Evo, nous sommes partis à Dolisie, nous sommes partis à Brazzaville, ils sont même partis à Sibiti, vous savez. Mais pourtant, Toumi aussi était parti à Sibiti pour assister à ce dialogue. Nous connaissons tous les résultats de ce dialogue. Il y a les Congolais qui se sont réunis à Diata, qui ont aussi fait leur dialogue à leur manière à Diata. Nous savons tous. Nous connaissons tous les résultats de ce dialogue-là. Combien de fois allons-nous dialoguer avec les mêmes personnes sur les mêmes bases? C'est ce que tout le monde se pose la même question. Et nous voyons qu'il y a un certain nombre, ceux qui se disent pseudo-opposants, sont montés au créneau. On peut citer Mathias Nzan, Jean Itadi, Christophe Mukwege, Parfait Kolela. Il y a même un jeune qui devient très gros, qui commence à grossir, qui commence à avoir des airs, des normes d'affaires. Marie-Paul Mpouele, vous comprenez? Je vais seulement citer ceux-là. Il y a aussi les Satima Biala, tout ce monde. Ils sont montés au créneau. Ils veulent le dialogue. Mais de quel dialogue parle-t-il? De quel dialogue parle-t-il? Et il y a certains compatriotes aussi qui sont en train de vouloir amener une agitation. Vous allez aller dialoguer avec le même individu dans les mêmes conditions, que nous connaissons déjà les résultats de ce dialogue. Chers compatriotes, c'est vrai, nous savons que dans chaque chose, dans tout problème, le dialogue serait
la meilleure façon pour la négociation. Mais or, nous savons, le cas du Congo-Brazzaville, la négociation est quasiment impossible avec Sassou Nguesso. Sassou Nguesso ne négocie avec personne. Quand vous venez, il y a déjà des préalables qu'il vous donne. Un dialogue qui est déjà guidé à sa manière, tracé selon ses objectifs, tracé selon ce qu'il pense. Quand nous, dans la diaspora, on avait exigé un dialogue, on essayait de voir un peu la communauté internationale. C'est-à-dire, nous avions tous dit, s'il y a un dialogue, ça va se faire sous l'égide de la communauté internationale, certainement dans un autre pays. D'ailleurs, comme nous voyons, comme ce qui se passe en Syrie, les amis de la Syrie, ils sont un peu partout à Genève, ainsi de suite, pour essayer de discuter. Aussi, nous avons proposé, parce que nous avons un peu vu cette façon de faire. Peut-être que ça pouvait apporter plein de choses. Mais nous nous rendons compte que ça ne marchera pas, parce que nous ne voyons pas trop l'implication de la communauté internationale dans le dialogue du Congo. Hein? Nous ne voyons pas trop plein de pays qui essaient de supporter, qui essaient d'aider les Congolais à sortir de cette difficulté. Et nous savons que nous ne pouvons pas aller dialoguer avec un homme qui est surarmé. Hein? Un homme qui est surarmé. Parce qu'au Congo, un seul homme détient les armes. Un seul homme peut commettre l'impunité. La preuve en est qu'il a changé une constitution, il a taillé sur mesure, il a mis des articles qui lui permettent de commettre l'impunité, qui ne sera jamais inquiété par aucune justice. Ni la justice du Congo, ni la justice internationale, ni une quelconque justice du monde entier. Nous le savons tous. Maintenant, nous nous disons, si nous voulons aller dialoguer, ça sera sur quelle base? Ça serait sur quelle base nous allons aller dialoguer? Mais tous ces opposants qui sont montés au créneau, vous voyez que ils ont un seul objectif. Parce que Sassou les a promis, Sassou qui est le président illégitime du Congo, les a promis les élections législatives au mois de mars 2017. Donc vous voyez, tous ces opposants, Mathias Nzan, qui avait reçu 500 millions de la part de Sassou, pour la maison de Sassou, pour sa maison que Kiki avait achetée, mais Kiki ne pouvait pas prendre cette maison parce que Sassou a dit à Kiki que cette maison appartenait à son tonton. Non, son tonton, c'est Mathias Nzan. Vous comprenez? Jean Itadi, il est logé par Sassou, il est nourri par Sassou. Vous comprenez? Jean Itadi le dit d'une manière claire, il est toujours du PCT. Vous comprenez? Christophe Mokweke, il a reçu 15 milliards de francs CFA, il a gardé au Gabon. Demandez, faites des enquêtes, nous avons des preuves, nous pouvons vous les déposer. Toutes les preuves sont là. Il fait de tour au Gabon, Libreville, Abidjan. C'est des gens qui ne travaillent pas. Comment ils font pour vivre? Demandez-leur. Ils ne travaillent pas. Ils ne sont même pas les retraités de l'État congolais. Comment ils font pour vivre? Où est-ce qu'ils ont eu de l'argent? Comment ils font? Vous comprenez? Mpouélé, qu'est-ce qu'il y a Mpouélé? Soi-disant un syndicaliste, mais c'est un petit qui n'a rien. Hein, c'est un petit qui n'a rien, qu'on a poussé, on commence à pomper, il est derrière l'argent, il cherche de l'argent. Satima Biala, tous nous savons, c'est des enseignants, des instituteurs. Combien gagne un instituteur au Congo? Ce n'est pas une façon de dénigrer les instituteurs au Congo, mais nous essayons de montrer ici la souffrance des instituteurs et combien de fois ils s'accrochent à la politique pour essayer de s'en sortir. Parce que la politique au Congo est devenue un fonds de commerce où on envoie des citoyens à l'abattoir et des gens qui sont derrière pour profiter. La même chose nous l'avons vu avec des gens comme des parfaits Kolela qui, d'ailleurs, lui, il appelle Sassou Nguesso par papa parce qu'il dit que son père Kolela les avait laissés entre les mains de Sassou Nguesso. Donc, chers compatriotes, ces gens-là sont montés au créneau, ils sont seulement en train de chercher un seul truc. Ils veulent être des députés. Et parmi eux, il y a de ceux, soi-disant, comme on a promis un budget peut-être de 500 millions de francs CFA par année pour le chef de file de l'opposition au Congo. Donc, entre eux, ils sont en train de se bouffer le nez. Vous comprenez, chers compatriotes? Le dialogue ne pourra jamais se faire au Congo avec un homme qui est surarmé. C'est impossible. Le dialogue ne peut jamais se faire dans les conditions dans lesquelles on a placé le Congo. La répression est très intense. Le pôle est occupé. Toutes les régions, on a mis des militaires partout. La répression est généralisée au Congo-Brazzaville. Comment voulez-vous aller dialoguer avec un homme qui est en train de bombarder les compatriotes, que les compatriotes sont en train de perdre la vie? Sassou n'est pas légitime au Congo. Sassou est illégitime. Sassou ne peut plus dialoguer le Congo, ne peut plus dialoguer, ne peut plus entretenir un dialogue avec les Congolais. Sur quelle base il va l'entretenir? Il a mis une constitution que tous les Congolais ont rejetée. Sassou a eu que 8% des voix. 92% des Congolais rejettent. Comment voulez-vous aller
négocier avec quelqu'un qui est minoritaire. Vous comprenez, chers compatriotes. Donc, la situation du Congo, comme nous sommes en train de dire, l'homme, il est surarmé. L'homme, il est prêt à tout. L'homme, il est prêt à sacrifier de vie. Comment allons-nous s'en sortir dans cette situation? Vous comprenez? Nous avons lancé plusieurs appels de la société internationale, de la communauté internationale, mais il me semble que l'homme, il est protégé par un certain nombre de groupes d'intérêt. Hein, un certain nombre de groupes d'intérêt qui le protègent, qui veulent qu'il soit là. Pourquoi? Parce qu'il y a ce boom pétrolier qui arrive en 2017, parce qu'il y a plusieurs découvertes. Hein, on nous parle même des nouveaux champs découverts par Eni, des champs qui vont apporter plusieurs millions. On nous parle des nouveaux champs de pétrole qu'on appelle Kala, découverts par Eni. Et ce champ-là commencera à produire en 2017. Vous comprenez? Donc, ils ont maintenu Sassou au pouvoir à cause de ce boom pétrolier. Quand bien même que le baril de pétrole il est très bas, mais l'homme va donc recevoir des financements qui vont le permettre d'essayer d'augmenter la production du pétrole du Congo. Donc le joker qu'on a trouvé, c'est toujours Sassou Nguesso. Et notamment, vous voyez, vous avez vu des missions comme le Fonds monétaire international à Brazzaville. On vous a déjà parlé d'un petit prêt sur l'éducation. Nous savons que ce prêt sur l'éducation, ça ira nulle part. Hein, c'est déjà un prêt hypothéqué, un prêt que ceux qui ont négocié ce prêt-là auront un pourcentage, et d'ailleurs c'est ce qui se fait toujours, et ceux qui vont le recevoir vont l'utiliser à plusieurs siens. Certains vont le garder, certains vont certainement financer des élections dans plusieurs pays. Nous savons que en Europe, il y a plusieurs pays qui vont faire des élections, et donc, généralement, nous savons que les élections dans plusieurs pays européens sont financées avec l'argent qui vient d'Afrique. Vous comprenez? L'exemple est là. Nous savons tous que les médias en parlent du financement de Kadhafi au niveau de Sarkozy. Hein? On n'a pas démontré ça, mais nous parlons par rapport à ce que les médias disent. Vous comprenez? Et donc, dans ce même foulée de pouvoir augmenter la production au Congo, dans les jours qui vont suivre, il faudrait certainement s'attendre qu'il y aura un autre prêt qu'on va accorder au Congo par la Banque mondiale ou par le Fonds monétaire international. Et ça, c'est possible. Vous comprenez? Et nous nous doutons, nous posons toutes ces mêmes questions. Le Congo qui a eu un surplus budgétaire, que soi-disant qui a gardé de l'argent pour des générations futures, mais on continue toujours à accorder des prêts au Congo. Et ça, c'est des questions que tous les Congolais se posent. Donc, si réellement le Congo va encore bénéficier des prêts, et que ce sont les mêmes individus, dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances qui vont recevoir ces prêts, bien nous savons la finalité de cet argent. Est-ce que ça va vraiment réellement servir le Congo? Mais pour nous, les Congolais, un certain nombre de Congolais sont même en train de dire que Sassou est illégitime. Sassou n'est pas considéré comme le président du Congo. Donc, tous les prêts que Sassou Nguesso est en train de prendre au nom du Congo, il le fait à son nom personnel. Parce que plusieurs Congolais ne reconnaîtront pas ces prêts-là comme étant des trucs qui se sont passés d'une manière légale. Vous comprenez? Et donc, ne vous étonnez pas, dans les jours qui vont suivre, si vous entendez que le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale va encore financer le Congo à hauteur des prêts pour pouvoir financer ses projets pétroliers. Hein? Mais nous savons que cet argent ne servira quasiment pas aux Congolais, mais à une bande de gens qui vont continuer à vivre, à voler, à piller l'argent du Congo. Voilà. Donc, chers compatriotes, c'était un peu le coup de gueule sur ces deux sujets. Le pillage, le bradage qui va encore commencer en janvier par Kiki Sassou. Potentiel financement encore de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international au Congo-Brazzaville pour booster sa production. Et le pétrole va continuer à brader. Nous savons toujours que plusieurs tankers qu'on appelle des tankers fantômes, sont chargés au port de N'Djeno, et ces tankers-là changent de direction selon que Kiki a reçu le coup de fil, elle a reçu de l'argent de la part d'un acheteur. Et ça se fait. Et ça se fait, ça a été démontré que ça se fait, des cargaisons de pétrole, de cargaisons, des tankers fantômes au niveau de Pointe-Noire. Et c'est le même système qui va fonctionner. Nous savons que en janvier, il va encore brader 950 000 barils à 40 millions de dollars pour financer la guerre de poule, pour pouvoir payer les rebelles. Potentiel financement de la Banque mondiale au Congo-Brazzaville. Tout ça, nous voyons que
le Congo n'avance pas. Le Congo n'avance pas. Hein? Le Congo n'avance pas. Maintenant, nous, en tant que Congolais, que devons-nous faire? Là, je vais maintenant lancer un appel aux intellectuels congolais. Nous n'avons pas la force. Nous qui sommes en train de résister, nous n'avons pas les moyens pour aller enlever un homme surarmé au pouvoir au Congo. On n'a pas ces moyens. Mais nous pouvons utiliser le côté intellectuel pour pouvoir briser ce système. Nous savons que l'apocalypse économique fonctionne. Le Congo est en faillite. Nous le savons tous. Les entreprises, plusieurs entreprises ont fermé. Nous voyons même que Tiki commence à brader encore le pétrole pour avoir de l'argent. Voilà. Là, je lance un appel aux intellectuels congolais. Nous pouvons utiliser notre côté intellectuel pour pouvoir verrouiller ce système. On nous a dit quelque part, toujours dans les négociations que nous sommes en train de faire, hein, dans la diplomatie que nous sommes en train de faire, on nous a dit quelque part que ce qui est à César, ce qui est à César, qui est à César. C'est ce qu'on nous a dit. Donc, nous-mêmes les Congolais, nous devons utiliser des techniques. Nous savons tous que les Israéliens, les Juifs, j'aime prendre l'exemple des Juifs. Les Juifs, c'est un peuple uni. J'aime ce peuple-là. Parce que quand les Juifs se battent, ils se battent pour leur peuple. Et j'aime le comportement de ces Juifs. J'aime le comportement de ce que les Juifs font. Pourquoi? Parce que ils sont là pour défendre leur nation. Ils sont là pour défendre tout un chacun d'eux. Et je vous le dis, hein, j'ai plein des amis juifs. Quand ils ont une information, ils vous le disent. Ils vous le disent. Vous comprenez? Donc, s'ils veulent vous orienter dans le bon chemin, ils te disent, ah écoute, Bernard, tu peux peut-être faire ça, ça peut t'aider, ça peut faire ça. Et je demande à tous les Congolais qui ont des amis juifs de les contacter, hein, de leur demander un peu leur structure, comment ils sont structurés, pour pouvoir résister, pour pouvoir évoluer. Parce que les Juifs n'évoluent pas un par un, mais ils évoluent tous ensemble. Tous ensemble. Et de ce fait, nous voulons donc demander à tous les Congolais d'être unis comme les Juifs. Hein, d'être unis. Les Juifs utilisent leur intelligence pour servir leur nation, la nation d'Israël. Nous aussi, nous pouvons utiliser notre intelligence pour servir la nation du Congo. Nous pouvons l'utiliser. Je fais appel aux mathématiciens congolais, aux programmeurs congolais, aux informaticiens congolais de nous contacter. Nous allons mettre en place des véritables blocs. Si nous n'avons pas de moyens physiques pour aller attaquer Sassou Nguesso, mais nous pouvons utiliser les moyens intellectuels, le piratage informatique. Nous pouvons utiliser le piratage informatique. En utilisant le piratage informatique, nous sommes capables d'aller prendre des informations dans ce système de Sassou. Nous sommes capables de briser le système de Sassou Nguesso. Nous sommes capables de verrouiller ce système. Nous sommes capables de bloquer. Nous sommes même capables de prendre leur argent qu'ils ont placé quelque part, de le transférer à plusieurs Congolais. Et ça, nous pouvons l'utiliser. Le côté intellectuel de ce combat. Le côté intellectuel de ce combat. Je demande aux mathématiciens congolais, aux programmeurs congolais, aux informaticiens congolais. Vous comprenez? Tous ceux qui ont la connaissance dans le codage, ceux qui connaissent programmer quelque chose. Unissons-nous, mettons en place des projets. Nous avons plusieurs connexions. Nous allons mettre des vraies attaques informatiques au Congo pour verrouiller ce système, chers compatriotes. Et ça, nous pouvons utiliser ce côté-là. Hein? Et ça permettrait de bloquer le Congo. Nous savons tous qu'ils font des petites manipulations pour verrouiller l'Internet. Mais nous allons bloquer eux-mêmes. Ils n'arriveront même plus à se communiquer entre eux. Nous pouvons le faire. Nous pouvons pirater les communications qu'ils font entre eux pour retirer l'information. Nous pouvons le faire. Il y a des techniques qui existent. Il y a des intelligences qui existent. Ils ne sont pas plus intelligents que nous, chers compatriotes. Nous avons la chance de vivre dans ce pays-là. Nous connaissons la technologie et nous avons aussi des amis qui peuvent nous aider à le faire, chers compatriotes. Mais ça doit partir d'abord de nous, le Congolais. Le projet doit partir de nous. Mettons en place ce projet pour verrouiller le système Sassou du point de vue informatique, du point de vue numérique. Ça, nous avons la compétence, nous pouvons le faire. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Et je veux encore lancer un appel à tous les résistants. Ne soyez jamais découragés, jamais du tout découragés. Nous savons qu'il y a de ceux qui tombent, peut-être parce que un peu de faiblesse, hein, un peu de faiblesse financière, ou un peu de faiblesse d'orgueil, ou il y a des autres qui veulent faire tomber les uns et les autres veulent se faire des problèmes pour écarter les leaders, pour écarter
ceux qui ont peut-être un peu la motivation. Nous savons, nous savons qu'entre nous les Congolais, il y a parfois la jalousie. Essayons de mettre ça de côté. Hein, essayons de mettre ça de côté. Mais non, ceux qui ne sont pas réellement de ce combat, ben, au fur et à mesure que le combat évolue, nous finirons par les découvrir, nous finirons par savoir qui sont-ils, et eux-mêmes, ils sont en train de s'auto-éliminer. Donc, ils s'éliminent eux-mêmes. Et quand, au fur et à mesure, nous allons arriver à un échantillon pur, et c'est cet échantillon qui apportera la victoire au Congo. Voilà un peu les grandes lignes que je voulais faire passer ce matin. Et encore, nous demandons à la vigilance, à la vigilance, à la vigilance, à la vigilance. Ce n'est que par ça que nous allons réussir ce combat. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Et encore, je remercie tous les compatriotes qui se sont connectés pour écouter ce message. Voilà. Allez, à plus tard. Au revoir.